Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview La Une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice. C'est le chef de l'édition de Nice, Nice Centre du Monde, pendant le sommet des Nations Unies pour l'océan. Bonjour Frédéric. Bonjour mon capitaine. Bonjour Agnès Pannier-Runacher, vous êtes notre invitée, vous êtes ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes à Nice donc pour la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan. Pourquoi le choix de Nice ? Parce que Nice, c'est évidemment une ville côtière, c'est une ville emblématique pour, je dirais, beaucoup de pays à l'international. C'est une ville qui a aussi une politique en matière de protection des eaux qui est ambitieuse. Je pense notamment au sanctuaire Pélagos qui est au large de Nice pour la protection des cétacés. Je pense à toutes les mesures qui ont été prises pour décarboner les ports. Et puis, parce que c'est un magnifique écrin pour un événement international, et c'est un événement majeur avec plus de 50 chefs d'État qui seront là dès l'ouverture de ce sommet. Lors de cet événement majeur, effectivement, quel est le message que vous allez porter ? C'est un message de mobilisation générale pour les océans. Pourquoi ? Parce que les océans sont essentiels à la vie humaine. Essentiels parce qu'ils produisent plus de 50% de notre oxygène, essentiels parce qu'ils absorbent une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre que nous émettons, essentiels parce qu'ils nous nourrissent aussi. Ils nourrissent près d'1 milliard d'humains sur la planète. Et aujourd'hui, nos océans se meurent. Ils se meurent à cause du dérèglement climatique, mais ils se meurent aussi sous l'effet des pollutions plastiques, pollutions de tous ordres, qui fait effondrer la biodiversité dans nos océans. Et donc, c'est un enjeu majeur, au moins aussi important que ceux que nous portons dans les COP climat. Et nous voulons faire de cet événement le démarrage, le point de départ d'une nouvelle COP sur les océans. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, une COP sur les océans, mais c'est se dire tout simplement que aucun pays du monde ne peut s'approprier cette zone de haute mer et y faire ce qu'il y veut sans que les autres ne soient d'accord avec ça. C'est donc s'organiser pour réguler l'océan. Alors, on va entrer un peu dans le détail, Frédéric. Concrètement, quels sont les objectifs que vous fixez à ce sommet ? Qu'est-ce que vous espérez signer à l'issue de cette UNOC ? Mon premier objectif, je l'ai dit, c'est de se donner une gouvernance pour l'ensemble de l'océan. C'est-à-dire que nous avons chacun nos eaux territoriales sur lesquelles il y a un droit qui s'exerce. Et puis, au-delà de ces eaux territoriales qui représentent à peu près 40% des mers et des océans, sur le reste, eh bien, finalement, c'est le Far West. Tout est permis, sauf la piraterie. C'est la seule chose qui est interdite formellement. Et nous, ce que nous voulons, c'est doter ces océans d'une gouvernance internationale où nous décidons ensemble de ce qui se passe sur cette partie des océans. Ça, c'est la première chose. Voilà. C'est ce qu'on appelle le traité BBNJ en langage diplomatique. Il faut 60 pays pour le ratifier. Traité de haute mer, traité de la haute mer, de protection de la haute mer. Combien de pays l'ont ratifié aujourd'hui ? Aujourd'hui, 32 l'ont ratifié. Mais beaucoup plus sont dans un processus formel de ratification. Je vais vous donner un exemple. L'Allemagne est dans un processus formel de ratification, mais comme ils ont dû avoir un gouvernement provisoire pendant quelques mois, ils n'ont pas pu achever le processus, mais ils l'auront achevé d'ici la fin de l'année. Ce qui nous permettra de pouvoir lancer une COP sur les océans dès 2026. Ça, c'est le premier objectif. D'autres objectifs, évidemment, sur la protection des océans, renforcer les aires marines protégées à l'échelle de la planète. On est aujourd'hui à 8% de protection, on voudrait passer le cap des 10%, c'est-à-dire augmenter au moins de 25% la protection des océans. Deuxième objectif, lutter contre les pollutions plastiques, c'est un fléau. Troisième objectif, la pêche illégale non reportés, non régulés. Donc c'est ces bateaux fantômes qui échappent à tout contrôle et qui vont ravager les fonds marins et qui représentent 10 fois la totalité de la pêche française. Et quatrième objectif, la décarbonation du transport maritime. Et là, on a fait de vraies avancées ces derniers mois et on veut les mettre en valeur. Est-ce que ce sommet sert vraiment à quelque chose en l'absence des États-Unis ?
Bien sûr qu'il sert à quelque chose. Nous sommes plus de 100 pays qui seront représentés pour prendre des engagements fermes pour une plus grande protection des océans. Et c'est même d'autant plus important que les États-Unis ne sont pas là. C'est d'autant plus important de réunir plus de 2000 scientifiques comme nous venons de le faire dans la plus grande conférence sur la science et les océans que le monde ait jamais organisé. Dans l'histoire, effectivement, oui. Que les États-Unis, aujourd'hui, remettent en doute la science, critiquent les travaux des scientifiques, notamment sur le climat, sur la protection de la biodiversité, et coupent dans les budgets, y compris les budgets de coopération internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Américain là à Nice? Il y a beaucoup d'Américains qui sont des Américains à titre individuel ou à titre, je dirais, institutionnel, puisque nous avons, par exemple, des maires qui seront là sur... D'accord. Et personne ne représentant ou venu avec l'aval de l'administration Trump. À ce stade, les États-Unis n'ont pas confirmé leur participation. Il appartient évidemment à chaque pays de dire qui vient et qui représente son pays. D'une manière générale, quand même, il y a peu de chefs d'État d'envergure. Est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est la faute à l'écologie ou est-ce que c'est plutôt la faute à la faiblesse de la France sur la scène internationale? Alors, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Je crois que quand vous avez le numéro 2 de la Chine qui vient et qui se déplace plusieurs jours sur une conférence, il y a des personnages effectivement d'envergure. Lorsqu'il y a le président de la République brésilienne qui est celui qui va accueillir la COP climat à Belém à la fin de l'année, on a des chefs d'État de grande envergure. Donc non, c'est un événement majeur sur le plan diplomatique. Ça va être un des grands événements de cette année diplomatique. Et c'est le président de la République qui l'organise, le président Macron. Il s'y était engagé en 2022, il a tenu parole et nous avons réussi à donner à cet événement l'ampleur qu'il méritait. Vous avez cité parmi les objectifs la lutte contre la pollution plastique. Comment peut-on faire pour stopper cette catastrophe ? Alors, il faut s'engager à tous les niveaux. C'est ce que je porte au niveau international avec une vision ambitieuse du traité plastique sur lequel des négociations ont été engagées. Une vision ambitieuse, ça veut dire qu'il faut réduire la pollution plastique en partant de la production et accepter de réduire la production de plastique. Nous sommes en désaccord avec certains pays qui voudraient juste se contenter de collecter, trier et recycler. Mais ça n'a pas de sens. Parce que ce que nous disent les experts, et les scientifiques d'ailleurs, c'est que d'ici 2060, nous allons tripler au plan mondial notre consommation de plastique. Donc améliorer la collecte, le tri et le recyclage, c'est très sympathique, mais c'est qu'une petite partie du sujet. C'est la question de l'utilisation du plastique qui est au cœur du sujet. Et la France a pris ses responsabilités. Et l'Europe a pris ses responsabilités. Par exemple, en interdisant les plastiques à usage unique, ce qui montre que c'est possible. Et ce n'est pas seulement des pays développés qui peuvent le faire. Un pays comme le Rwanda, depuis 15 ans, a interdit un certain nombre de plastiques à usage unique et avec un véritable succès. Donc c'est ça que nous voulons mettre en avant et que nous voulons porter début août à Genève dans cette négociation. Et l'UNOC, cette conférence à Nice est le moment de rassembler la centaine de pays qui portent cette vision ambitieuse. Vous parlez de l'interdiction du plastique à usage unique. Dans le même temps, Donald Trump fait machine arrière. Comment faire en sorte que d'autres pays n'embrayent pas et qu'on ne se retrouve pas face à un mouvement inverse ? Je crois surtout que quand vous avez 100 pays qui soutiennent une vision ambitieuse sur le plastique, quand vous avez des pays en développement qui prennent des décisions fortes, je pense au Maroc ou à la Tunisie qui ont interdit les sacs plastiques à usage unique. Je pense à tous les pays de la Méditerranée qui vont se réunir, les ministres de l'environnement de la Méditerranée qui vont se réunir sous mon égide pour prendre une déclaration sur la réduction notamment de la pollution plastique. Ça montre qu'on agit. Et encore une fois, il ne faut pas se laisser impressionner par un pays. Ce pays est certes important, oui, puis, mais c'est une partie mineure de la population mondiale. C'est la plus grosse zone maritime du monde, quand même, les États-Unis. Tout à fait. Mais encore une fois, ça pèse peu face à l'ampleur de ce qu'est l'océan, de ce que sont les mers, et ça pèse peu par rapport à ce que nous sommes capables de porter.
augmenter nos aires marines protégées, l'étendue, renforcer leur protection, Justement, interdire le plastique à usage unique, c'est autant de mesures qui sont directement impactantes sur l'état de nos océans. Justement, sur les aires marines protégées, les scientifiques estiment que seulement 0,6% de la Méditerranée en bénéficie. Est-ce que la France a l'intention d'annoncer la création, de renforcer la création d'aires marines protégées, en particulier en Méditerranée? Alors, le président de la République a été très clair en 2022. Il souhaite que la France ait 30% d'aires marines protégées sur l'ensemble de ses eaux territoriales. À quel horizon? D'ici 2030 et 10% en protection forte. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les eaux hexagonales, celles qui entourent l'hexagone, représentent moins de 5% de l'ensemble des zones maritimes que nous gérons. À l'échelle de la Donc, planète. nous allons moins de 5% des zones maritimes françaises. Oui, tout à fait, absolument. L'essentiel se trouve dans les territoires ultramarins, Exactement. donc nous avons une responsabilité énorme puisque nous avons le deuxième domaine maritime. Et je peux vous confirmer qu'on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous en étendant nos aires marines protégées. On sera aussi au rendez-vous en renforçant nos aires marines protégées. Nous voulons qu'on ait des aires marines protégées qui soient à un niveau de protection équivalent aux parcs naturels, aux réserves naturelles que nous avons déjà installées et qui sont reconnues au plan international par les experts comme de haut niveau de protection. Sur la pêche, comment peut-on trouver un équilibre acceptable entre les activités de pêche et la protection de l'océan? Alors d'abord, il faut lutter contre la pêche illégale, non reportée, non régulée. Ce qui est l'éléphant dans la pièce. Beaucoup de gens parlent de la pêche professionnelle européenne. Cette pêche professionnelle européenne a augmenté de 20 points la durabilité de sa pêche ces 15 dernières années. Aucun autre continent, aucun, n'a réussi la même chose. Cette pêche, elle a évidemment un impact sur l'environnement, mais elle ne cesse de s'améliorer. Elle est placée sous le contrôle des scientifiques, ce que peu de gens savent, c'est-à-dire que tous les quotas de pêche sont établis sur la base d'études scientifiques qui sont données à un comité indépendant qui chaque année dit voilà ce que doit être l'effort de pêche et ensuite c'est réparti avec les pêcheurs. En revanche, près de 10 fois l'équivalent de la pêche française circule sans aucune règle sur l'ensemble des continents, sur l'ensemble des mers du globe. 10 fois la pêche française. Ce sont des bateaux beaucoup plus grands, beaucoup plus polluants, souvent qui emploient de la main-d'œuvre, du travail forcé, donc on est quasiment, c'est l'esclavage moderne, et qui ravagent les côtes, notamment les côtes au large de l'Afrique, au large de l'Amérique latine, au large de la Guyane, ce qui est une concurrence absolument insoutenable pour nos pêcheurs guyanais. Et nous voulons dénoncer cette pêche prédatrice et très dangereuse et effectivement renforcer les contrôles, renforcer les sanctions, renforcer la coopération internationale. Ensuite, sur notre propre pêche, et notamment la pêche méditerranéenne, moi je veux rappeler que nous avons en Méditerranée 45, 44 chaluts de fond à comparer à 600 chaluts de fond italiens et 400 chaluts de fond espagnols. Nous avons fait un énorme travail pour accompagner les pêcheurs, faire des plans de sortie de flotte et faire en sorte de réduire l'impact de la pêche sur la biodiversité marine. Donc nous allons continuer, mais il faut accompagner les pêcheurs et puis aussi réguler d'autres formes de pression sur la biodiversité marine. C'est la pêche de loisirs, qui n'est pas négligeable. Alors justement, la pêche de loisirs, effectivement, les scientifiques pointent sa responsabilité, notamment en matière de prélèvement de la ressource. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'encadrer comme on a encadré la pêche en rivière ? Tout à fait, et nous allons effectivement travailler avec les fédérations de pêche de loisirs à mieux encadrer la pêche de loisirs, ne serait-ce que déclarer les prises lorsqu'elles portent sur des espèces fragiles, faire en sorte d'avoir des règles du jeu dans les aires marines protégées, ça paraît évident. Et aujourd'hui, on a des expérimentations qui fonctionnent très bien. Je pense dans des parcs marins comme celui des Calanques, où les pêcheurs déclarent leur capture de pêche sur un outil très convivial et qui permet à la fois aux pêcheurs de savoir, enfin ça permet aussi de partager son expérience, mais également d'avoir une comptabilisation de l'empreinte et des pressions de la pêche de loisirs. Mais il ne faut pas seulement
sur la protection de la biodiversité marine, parler de prédation ou de pression liée aux activités maritimes. Il ne faut pas oublier que le plus gros des pressions viennent de la terre. On a parlé de la pollution plastique, mais vous avez les problèmes de stations, enfin de réseaux d'eau usée, vous avez des problèmes de PFAS, de pollution agricole, de pollution industrielle. Toutes ces pressions ont un impact sur notre biodiversité marine. Et d'ailleurs, vous êtes aux premières loges pour le voir, sur la qualité des eaux du littoral. Absolument. On sait que certaines années, certaines plages n'ont pas une qualité des eaux formidable. C'est rarement la faute des pêcheurs, c'est souvent des pollutions qui viennent de la terre. Et là aussi, je veux qu'on passe un cap en la matière et qu'on resserre vraiment et qu'on lutte contre ces pollutions. Alors, une semaine, Greenpeace a vu 5 de ses militants placés en garde à vue pour un motif assez futile et sans assistance d'avocat à Nice. Son bateau interdit d'entrer dans le port. Est-ce que l'ONG n'est pas la bienvenue à l'UNOC ? Alors, l'ONG est parfaitement bienvenue. Elle assiste à des événements. Elle a accès à toutes les discussions. C'est pas une pression, c'est que Greenpeace, comme toute association, n'est pas au-dessus des lois. Et Greenpeace, en quelques jours, a multiplié des actions illégales. Et donc, comme ils ne sont pas au-dessus des lois, eh bien, ils sont appréhendés par la police. Donc, on a eu, il y a quelques jours, et effectivement, moi, j'étais stupéfaite de cette action qui a consisté à déverser près de 10 tonnes de calcaire dans une aire marine protégée, au motif que c'était une revendication contre le chalutage de fond. Il se trouve qu'à l'endroit où cette action a eu lieu, il n'y a pas de chalutage de fond. Donc c'était absolument grotesque. Et vous imaginez bien que 15 tonnes de calcaire, quand bien même ce n'est pas des déchets, ça n'améliore pas la situation de cette aire marine protégée qui a des fonds marins fragiles. Donc c'est une action illégale. Donc le parc marin était furieux, les élus étaient furieux. Deuxième action, il y a quelques jours, ils sont allés voler la statue du président de la République pour la remettre à un autre endroit. Alors c'est à la fois potache. Oui, c'est potache. C'est potache, mais c'est illégal. Oui. Et ça n'apporte rien au sujet. Moi, je n'ai pas eu une proposition de Greenpeace, c'est-à-dire ils n'ont pas sollicité des rendez-vous pour travailler. Moi, j'ai travaillé d'arrache-pied depuis 5 mois avec beaucoup d'organisations non gouvernementales. Je pense que ce sont des actions qui relèvent de la communication, du coup de com', de la volonté de prendre la lumière, mais malheureusement qui apportent peu de grains à moudre dans la discussion, qui est la discussion profonde. S'ils restent dans le cadre de la loi, ils seront les bienvenus pour les échanges. C'est surtout que ils sont les bienvenus, ils ont le droit de mouiller au large de Nice, ils sont attendus dans certaines tables rondes, donc ceci est un non-sujet. Si ce n'est cette volonté de communiquer et de trouver un moyen d'intéresser les médias, pas sur la situation qui nous intéresse, qui est la protection des océans, mais sur leur situation propre, qui est Greenpeace. Donc, voilà. À propos de militants, est-ce que vous craignez à Nice, en marge de l'UNOC, l'intervention d'activistes radicaux, violents, comme on a pu en connaître lors des manifestations à Sainte-Soline contre la bassine, le projet de méga-bassine en 2023 ? Je crois que ça serait extrêmement contre-productif. D'abord, je rappelle une chose, c'est que c'est un événement de l'Organisation des Nations Unies et qu'une partie de cet événement est placée sous la juridiction de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'il y a une zone, en quelque sorte, internationale. La deuxième chose, c'est que nous sommes là pour porter une ambition forte. La France prend ses responsabilités. Le président de la République prend ses responsabilités. C'est lui qui a donné cette impulsion pour faire que les océans remontent sur l'agenda environnemental. On a plutôt besoin de soutien pour faire bouger les lignes. Au moment, et on l'évoquait en début d'interview, où les États-Unis essayent de donner des coups de canif dans tous les contrats que nous avons pu passer, dans tous les traités internationaux. C'est le moment où on a besoin d'être réunis. Tous ceux qui défendent avec sincérité le climat, qui défendent la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, qui défendent la lutte contre les pollutions, ont besoin de se retrouver et de porter un message fort. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons
vraiment besoin de ce message fort, qu'il vienne de la société civile, des entreprises, parce que certaines entreprises sont particulièrement engagées, je les remercie, évidemment des gouvernements ou du grand public. D'ailleurs, à propos d'entreprise, on reproche au gouvernement de s'être tourné vers les entreprises pour financer cette UNOC. Vous assumez le fait que CMA, CGM, par exemple, soient venus vous prêter main forte ? J'assume que les entreprises puissent sponsoriser l'événement sur la partie qui concerne le grand public. Bien c'est entendu. que la partie grand public. C'est que la partie grand public, évidemment. Toutes, et ça c'est aussi un cadre absolu, les parties de négociation ou de discussion entre les États sont toujours sanctuarisées. En revanche, mais nous avons besoin des entreprises, nous avons besoin qu'elles agissent. Donc il faut les entraîner, il faut qu'elles soient partie prenante, il faut qu'elles aient envie de baisser leur pollution, de mettre de l'argent sur la décarbonation, de mettre de l'argent sur la lutte contre ou la protection de la biodiversité. Vous citez CMA, CGM. Combien de transporteurs maritimes internationaux ont aujourd'hui pris l'engagement de la neutralité carbone en 2050 ? Ce qu'a fait CMA CGM, ont mis 200 millions d'euros sur la table pour financer la décarbonation du transport maritime et de la pêche de leur pays et entraînent une coalition d'autres transporteurs maritimes alors même qu'ils sont menacés par certains officiels américains parce qu'ils prennent des positions fortes sur ce sujet-là. À un moment, il faut aussi dire ce que les entreprises font bien. Et précisons que la partie publique, ce sont notamment toutes les animations qui sont ouvertes au public, effectivement, à la Baleine, donc au Palais des Expositions. Exactement. Et c'est très important, cet événement, ça ne doit pas être juste un événement pour des responsables politiques ou des dirigeants d'entreprises ou des militants engagés dans des ONG. Ça doit être un événement des Niçoises et des Niçois, un événement de cette région sud que j'adore. Passer une partie de la semaine, apparemment, c'est magnifique. C'est magnifique, on apprend beaucoup de choses à la Baleine avec des pavillons absolument passionnants et spectaculaires. Et moi, j'invite vraiment tout à chacun à aller passer un moment à la Baleine et dans ces différents événements parce que ça montre à quel point nous sommes reliés aux océans. On ne s'en rend pas compte, on ne mesure pas ce que nous apportent les océans. Alors, sur l'écologie en France, Agnès Pannier-Runacher, entre la suppression des zones à faible émission, la perspective du retour des néonicotinoïdes avec la loi du plomb, les dérogations au zéro artificialisation nette, on a l'impression que les reculades se multiplient ces derniers temps. Ça veut dire quoi? C'est que l'écologie n'est plus la priorité du gouvernement? Alors, moi je vais être très nette, le gouvernement ne soutient pas ces reculades. Le gouvernement ne soutient pas ces reculades. Donc ce sont des reculades qui sont d'ailleurs parfois des alliances de circonstances. Je pense aux zones à faible émission. D'ailleurs, ce sont des votes. Ce n'a pas encore été cranté dans la loi. Je veux le dire très clairement pour ceux qui nous écoutent. Ce sont des votes qui se passent à l'Assemblée nationale où, effectivement, on détricote des mesures qui ont été mises en place pour protéger les Françaises et les Français. Et je trouve que le sujet des zones à faible émission est particulièrement emblématique de ça. Parce que qui vote? Le Rassemblement national, les Républicains et les filles. Républicains avec lesquels vous êtes associés au gouvernement quand même. Certes, ils font partie du gouvernement, mais ils ne sont pas en alliance avec nous. Ça a toujours été très clair, et d'ailleurs nous avons des positions tout à fait différentes sur ce sujet-là. Et pourquoi moi je suis en colère sur ce vote? Je ne suis pas l'auteur des zones à faible émission et je n'ai pas été amenée à les voter. Donc je ne me sens pas concernée personnellement. Simplement, j'ai pris ce sujet il y a quelques mois et je constate l'ampleur des dégâts de la pollution de l'air sur la santé publique. C'est une réalité parce que beaucoup disent non mais c'est un fantasme, c'est des grands chiffres qu'on donne. Mais je vous renvoie sur le site de Santé publique France. Je vous renvoie aux communications de la professeure Jocelyne Juste, qui est une spécialiste des maladies respiratoires. C'est plus de 48 000 décès précoces chaque année. C'est plus de 30 000 cas d'asthme pédiatrique. Alors peut-être je suis sensible parce que j'ai eu des enfants asthmatiques. Plus de 30 000 cas d'asthme pédiatrique chaque année, qui mènent des enfants dans les services de soins intensifs, pas de l'asthme léger. Et c'est des infarctus, c'est des maladies, des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Enfin, c'est des choses très graves dont on parle. Et la circulation routière a une part importante dans ça. Et moi, ce qui me choque, c'est pas qu'on critique les zones à faible émission.
On est là pour discuter des dispositifs, les améliorer. Oui, parce que est-ce que c'était la bonne réponse, les zones à faible émission? Ce qu'ont vu un certain nombre de Français, c'est surtout le fait d'être exclus, qu'il n'y ait pas de mesures d'accompagnement, ou en tout cas pas assez. Cette loi, elle a été mal comprise et donc mal acceptée. Qui est exclu? Les gens qui ont des véhicules qui ne sont pas dans les critères. Qui est exclu? Dans quelle ville? Dans 3 villes de France. 2. Dans 2 Paris. agglomérations, sans sanction aujourd'hui, et avec des dispositifs d'accompagnement. Je rappelle que sur la métropole du Grand Paris, qui est en fait la zone qui représente 90% du dispositif, 90%, 600 000 véhicules. Dans cette métropole du Grand Paris, vous avez des aides qui se sont montées en 2024 à 22 000 euros. 22 000 euros pour l'achat d'une voiture neuve, 10 000 euros pour l'achat d'une voiture d'occasion. On en parle de ça? Mais justement, Qui a dit que parce que j'ai eu des campagnes, lorsqu'on se lève tôt, pour aller travailler, mais dans la métropole du Grand Paris, la zone à faible émission prévoit une totale liberté de circulation avant 8h du matin, après 20h, le week-end. Elle autorise évidemment le passage des touristes ou le passage des gens qui vont voir leur famille. Tout ça a été travaillé. Mais on a beaucoup entendu les opposants, du coup, et assez peu, finalement, le gouvernement là-dessus. On a l'impression que... Non, on a beaucoup pris la parole sur ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est évidemment un sujet populiste. C'est qu'il est tellement facile d'en appeler à l'opposition des classes populaires et de l'écologie. Mais la vie des gens, leur santé, ce sont les classes populaires qui sont les premières à souffrir. Les gens qui habitent dans les logements sociaux, qui sont à proximité des grands axes de circulation, c'est pas les plus riches de notre pays. Et c'est ça qui est scandaleux. Moi, j'étais prête à entendre tout sur des modifications, des flexibilités, un peu plus de temps, un autre découpage, d'autres. Tout ça était entendable. Ça, c'est le travail d'un responsable politique. Mais dire on met tout à la poubelle, alors que c'est un dispositif qui a permis de réduire la pollution de l'air de 31%. 31% en 5 ans. Moi, j'adorerais avoir des politiques où je renforce la biodiversité de 31% en 5 ans, où je diminue la pollution plastique de 31%. J'en ai pas beaucoup de politiques où en 5 ans, on a autant de résultats. Ça a été balayé d'un revers de main pour des raisons électoralistes. Le ministre des Transports, c'est pas votre ami alors, hein? Le ministre des Transports n'a considéré, écoutez très précisément ce qu'il dit. Il dit ce dispositif a été mal fait. Lui, il était prêt à faire des propositions. Il s'était rallié à l'amendement que portait le gouvernement. Il dit pas, il faut pas regarder la pollution de l'air. Le ministre de la Santé était à mes côtés lorsque j'ai réuni l'ensemble des élus qui portent aujourd'hui, franchissent aujourd'hui les seuils de pollution qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Parce qu'il faut quand même savoir, je pense que les gens doivent le savoir, dans nos grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants, il n'y en a que 2 qui sont en dessous des seuils, que 2 des seuils de pollution de l'air. Nous avons été condamnés à répétition par la Commission européenne parce qu'elle estimait que nous mettions en danger les populations. On parle d'un sujet sérieux. Et d'ailleurs, des zones à faible émission, c'est pas une spécialité française. Il y en a en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. En Italie, et certaines depuis très longtemps. Les Français qui vont en Italie ont tout à fait l'habitude de zones à faible émission. Encore une fois, la liberté de circuler est une liberté fondamentale. Je suis la première à me battre pour celle-là. Le fait d'accompagner les personnes qui n'ont pas les moyens de se passer d'une voiture et qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, c'est évidemment une priorité. Mais un vote qui va contre les élus locaux, puisque les trois quarts des maires qui étaient concernés nous ont dit « Ne changez pas, s'il vous plaît, la loi. Laissez-nous faire. Donnez-nous, à la limite, plus de souplesse dans la manière de faire. Ça, on prend. Mais laissez-nous faire. » Abolissez pas, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve ça scandaleux. Et en fait, il faut juste se dire une chose, c'est que l'écologie, c'est pas une question de protéger la planète. Vous savez, la planète, elle a survécu à 5 extinctions. Protéger nous-mêmes. C'est nous protéger nous-mêmes. C'est nous protéger, c'est notre santé, c'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de la nourriture que nous mangeons. C'est ça l'écologie. Alors, il y a un autre dispositif qui, en revanche, était plébiscité par les Français, c'est MaPrimeRénov'. Ce dispositif, il est suspendu. Pourquoi? Et est-ce qu'il pourrait revenir? Alors oui, il reviendra. Et moi, c'est très important pour moi et pour ma collègue Valérie Létard qui pilote ce dispositif et qui est ministre du Logement, qu'il redémarre le plus tôt possible. Et
on dira dès septembre. Ça, c'est important. Pourquoi a-t-on été contrainte de le suspendre ? Parce que on a constaté qu'il s'était emballé et que Ça veut dire qu'il coûtait trop cher ? Non, c'est-à-dire qu'on avait des fraudes qui semblaient être massives et que nous sommes obligés de bloquer le dispositif le temps de remettre les choses dans le bon ordre et de refroidir le dispositif et faire en sorte que les artisans, les PME qui permettent de rénover thermiquement des logements avec des bons résultats sur la facture d'énergie, puisque c'est des baisses souvent de 30-40% qu'on observe, puissent bien faire leur travail et ne pas souffrir d'une concurrence déloyale de schémas de fraude que malheureusement nous voyons. Alors on va ouvrir un autre sujet qui intéresse beaucoup ici, c'est le sort des orques et des dauphins de Marineland. Comment expliquez-vous que 4 ans après l'adoption de la loi sur la maltraitance animale qui a interdit les spectacles de cétacés, on soit toujours face à cette situation de blocage ? Alors je crois qu'il faut que vous interrogiez le site de Marineland. Nous, ce qui est clair, c'est que nous travaillons avec les responsables de Marineland et nous cherchons des solutions, même s'ils auraient dû les trouver comme d'autres sites en France en ont trouvé manifestement, pour faire en sorte que les 12 dauphins et les 2 orques qui sont encore là-bas, et je veux le dire ici, qui sont pris en charge avec des soigneurs et de manière tout à fait appropriée, puissent trouver... Par les soigneurs. Oui, par Marineland. Par Marineland, voilà, tout à fait. Marineland est toujours sur le site sûr. Et continue à s'occuper des animaux qui sont encore sur le site. Mais d'où il y a le problème ? De la loi ou de Marineland dans l'espèce ? Le sujet, c'est plutôt comment faire en sorte que ces orques et ces dauphins trouvent un point d'atterrissage. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, il n'y a pas de sanctuaire aujourd'hui pour des dauphins ou pour des orques. Ça n'existe pas du tout pour des orques. Et s'agissant des dauphins, il y a 2 projets en Europe, mais qui sont encore au stade de projet. Il y a un sanctuaire en Italie qui pourrait accueillir des dauphins qui ne fonctionne pas. Et donc ça veut bien dire que la loi... L'Italie ne sera pas prête avant moins d'1 an, et la Grèce, c'est à peu près dans le même délai, voire un peu plus de temps. Et moi, j'ai mobilisé, prenant là aussi ce dossier en main depuis le début de l'année, j'ai mobilisé les ministres grecs et italiens pour qu'on puisse effectivement porter une vision européenne, parce que finalement, ce qui se passe à Marineland se passe dans d'autres sites de type delphinarium en Europe, même si tout le monde n'a pas la même législation que la France. C'est une évolution sociétale que l'on constate dans beaucoup de pays européens pour trouver ensemble des solutions. Et j'ai confié à Barbara Pompili, qui est ma prédécesseure au ministère de l'Environnement et qui est aujourd'hui notre ambassadrice pour l'environnement, une mission pour effectivement, aux côtés de la Grèce, aux côtés de l'Italie, aux côtés de l'Espagne aussi, qui a des sites qui pourraient accueillir nos animaux mais qui refusent de les accueillir, de trouver une solution globale et durable. Une mission, est-ce qu'un calendrier a été défini ? Parce que là, le parc Marineland a fermé ses portes en janvier. 6 mois après, la situation n'a pas évolué. 6 mois après, les animaux sont dans le parc et pris en charge. Et effectivement, ce n'est pas une solution pérenne, nous cherchons, mais aux côtés de Parques Reunidos et Marineland, une solution pérenne. Mais c'est cette loi qui était mal ficelée au départ parce que rien n'était prévu pour recevoir ces animaux. Et pourtant, la loi, elle allait s'appliquer. On se retrouve confronté à une absence de solution. Je crois qu'il y a quand même eu un certain nombre de parcs qui ont fait des choix. Il y a des parcs qui ont fait le choix de ne plus donner de spectacle d'animaux. Ils n'ont pas fait le choix de fermer le parc. La loi ne prévoyait pas la fermeture de parc. Ouais. Un zoo ne ferme pas. Vous voulez dire que Marineland vous a un peu mis le couteau sous la gorge ? Non, Marineland a fait un choix. C'est un choix d'entreprise. Ils ont décidé de fermer. Ce n'est pas la loi qui leur a imposé de fermer. Ce que la loi leur a imposé, c'est de ne pas utiliser des animaux pour faire des spectacles. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Tout à fait. Absolument. Et faire du parc Marineland un sanctuaire, ça n'a jamais été une option ? Et je crois qu'encore une fois, il faut demander à Marineland, parce que, encore une fois, c'est Marineland qui est le responsable aujourd'hui de ce site. Moi, ma responsabilité, aujourd'hui, c'est face à un acteur privé, de m'assurer que la prise en charge de ces animaux est correcte. Ce qui est le cas aujourd'hui.
Et il y a un dialogue entre le ministère, entre vous et les propriétaires de Marineland? Il y a un dialogue non seulement entre nous, le ministère, les propriétaires de Marineland, mais également avec les organisations non gouvernementales qui sont aussi très présentes sur ce sujet. Nous avons même fait des groupes de travail communs avec certaines de ces organisations pour trouver des solutions. Et tout le monde a convenu qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de sanctuaire, que c'était une réalité, qu'il n'y avait pas de sanctuaire immédiatement activable et que donc on ne pouvait pas transférer ces animaux dans de prétendus sanctuaires qui n'existaient pas. On a tous fait le constat que malheureusement l'Espagne n'a pas souhaité donner suite à la demande de transfert de Marineland et on a tous en tête d'essayer de trouver une solution durable pour Marineland dans le respect des animaux. Mais encore une fois, il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits pour s'assurer que les animaux de Marineland continuent à être pris en charge comme il le faut à Marineland. Effectivement, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus d'activité économique à Marineland. Donc le rôle de Barbara Pompili, ça va être d'essayer d'ébaucher des solutions. Le rôle de Barbara Pompili va au-delà de ça. Le rôle de Barbara Pompili, c'est de poser cette question de comment avoir des solutions au niveau européen pour faire en sorte que des cétacés puissent avoir des sanctuaires ou des lieux dans lesquels, sans être des éléments de spectacle, Sans exploitation, quoi. Voilà, sans exploitation, ils puissent pouvoir effectivement terminer leur vie. On parle d'animaux en captivité, dont certains sont nés en captivité, donc qui ont une méconnaissance profonde de la vie sauvage et qu'on ne peut absolument pas relâcher en mer. Restons sur la Côte d'Azur, si vous voulez bien. Le 23 septembre, le maire de Cannes a considéré que vous aviez été d'une incompétence crasse et irrespectueuse des réalités du terrain locaux parce que vous aviez mis en cause l'urbanisation de sa ville à la suite d'une crue éclair survenue le matin même. Est-ce que vous regrettiez les propos que vous aviez tenus à l'époque au sujet de l'imperméabilisation de Cannes, peut-être de la Côte d'Azur et de certaines villes comme ça? Alors je regrette surtout les propos de M. Lisnard, puisque j'avais juste signalé que 40 mm de précipitations correspondait à des précipitations moyennes hautes, ce qui s'est d'ailleurs confirmé, puisque quelques jours plus tard, il y a eu des vraies précipitations importantes, c'était 600 mm qui est tombé à Annonay. Donc vous voyez bien que c'était un épisode qui n'était pas hors norme et qui a eu un impact hors norme. Et effectivement, l'imperméabilisation de la Côte d'Azur, mais de beaucoup d'autres territoires, accentue l'impact de ce type d'événement. Alors, je ne vais pas jeter la pierre à David Lisnard, il n'est pas responsable de l'imperméabilisation de Cannes de ces 200 dernières années. C'est le résistoire. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Météo France, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais surtout, Météo France a prévu le problème, a communiqué le problème, il y a eu un problème d'interface ponctuel entre la mairie et un des relais, mais ça n'a rien à voir. L'épisode existait. Et l'épisode n'est pas majeur. Donc ça, c'est la réalité. Et l'imperméabilisation accentue l'épisode. Après que nous ayons, nous, conçu des villes et des installations qui sont imperméabilisées depuis des années, et s'agissant de Cannes, puisqu'on s'en est parlé avec David Lisnard, il m'a indiqué ça fait 200 ans que cette occupation de l'espace existe et que des gens habitent de manière très dense dans des zones qui sont effectivement aujourd'hui dans un risque de... Il faut questionner tout ça aujourd'hui, quoi. Il va falloir revenir sur cette... Et c'est pour ça que le zéro artificialisation nette, qui porte mal son nom, puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'interdire tous les projets, mais il s'agit de faire preuve de vigilance sur l'utilisation des terres qui absorbent ce type d'épisode est essentiel. Parce que l'artificialisation accentue massivement l'impact de ces événements. Regardez ce qui s'est passé à Valence en Espagne. Alors là, ça a été terrible. C'est près de 300 morts. Est-ce que c'est contradictoire, l'objectif de zéro artificialisation nette, avec la loi solidarité et renouvellement urbain, comme on entend très souvent dans la bouche des élus locaux ici, qui sont souvent de droite, et qui considèrent que c'est contradictoire, qu'il faudrait abolir la loi SRU, puisqu'on les empêche de construire d'un côté et on leur met la pression pour développer du logement social. L'idée sous-jacente de zéro artificialisation nette, c'est de dire qu'il faut construire peut-être un peu plus haut et peut-être de manière plus sobre en espace,
les mêmes choses. C'est ça que ça veut dire. C'est l'étage de plus dans la maison, de 4 étages, vous passez à 5 étages, ça fait 20% d'habitat en plus accessible. C'est d'être mesuré dans la consommation d'espace, par exemple, pour des bâtiments publics. On n'est pas obligé de cumuler les mètres carrés. Donc, c'est une approche de bon sens. Et ça ne s'oppose pas à des projets industriels ou des projets de logement. Là où, en revanche, les élus ont un point, c'est qu'ils se trouvent dans certaines communes avec une accumulation de difficultés. Si vous prenez des communes où, avec le dérèglement climatique, les risques d'inondation augmentent et créent de nouvelles zones où on ne peut pas construire. Si vous ajoutez à cela les contraintes effectivement de devoir être mesurées dans la manière dont vous artificialisez les sols, et si derrière vous devez par ailleurs avoir plus de construction de logements sociaux, sachant que la dynamique de votre ville est positive et que vous accueillez naturellement un flux entrant de nouveaux venus qui ne vont pas nécessairement se loger en logement social, effectivement, à un moment, vous rentrez dans des contradictions. Et ça, il faut faire preuve de souplesse et d'intelligence pour les traiter. Pour finir sur la Côte d'Azur, est-ce que vous soutenez l'extension très controversée de l'aéroport de Nice ? Alors, je vais être très claire, je ne gère pas ce dossier puisque c'est mon collègue du ministère des Transports et je n'ai pas la connaissance fine qui me permette d'avoir un avis tranché sur le sujet. De manière plus générale, ce qui guide mon action, c'est 2 choses. C'est 1, la réalité de l'empreinte environnementale des projets et 2, l'impact, donc l'empreinte environnementale du projet lui-même et son impact socio-économique. Bien sûr. Je prends l'exemple de la 69, qui est un exemple très controversé. Moi, j'assume de soutenir ce projet dès lors que la question qui est posée, c'est est-ce que c'est un projet d'intérêt public majeur ? Si l'ensemble des élus locaux qui ont été élus, en étant très clairs sur leur position sur ce projet, toutes tendances confondues, si les habitants soutiennent ce projet, et quand on fait le constat que c'est la seule zone de France qui ait cette densité de population et cette densité d'activité économique, qui est privée d'une autoroute, alors que la Bretagne, les Hauts-de-France, le Grand Est ont activité équivalente, activité humaine équivalente à une autoroute, simplement leur chance a été que l'autoroute a été construite dans les années 70, 80 ou 90, je trouve que là c'est une simple question d'équité et que mon travail est de faire en sorte que le projet soit le plus écologique possible, ce qui est le cas. Je vous donne un exemple parce que personne ne le sait. Cette autoroute, il concerne 20 hectares de zones humides. C'est compensé par plus de 40 hectares de zones humides. Donc, le travail est fait très sérieusement. C'est ça que je veux partager. Alors, sur un autre sujet... Donc, c'est pas tout blanc, tout noir, l'écologie. Je voudrais qu'on parle du loup. Le Conseil de l'Union européenne a abaissé la protection du loup. Est-ce que vous considérez que c'est une victoire ? C'est ce qu'a dit Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud. C'est très clairement une bataille que nous avons menée, nous, Français. Le loup est passé du statut super protégé au statut protégé sur des bases scientifiques. Et encore une fois, moi, ministre de l'écologie, mon combat, c'est de travailler sur des bases scientifiques. À partir du moment où on se donne des règles et où on a réussi à augmenter la population de loups, ce qui est une bonne nouvelle d'un point de vue de biodiversité, il est légitime que les règles s'appliquent aux loups comme elles s'appliquent à d'autres espèces. Donc c'est comme ça qu'il faut agir et je suis parfois frappée de l'irréductibilité de certains écologistes qui finissent par nous faire détester l'écologie parce que ça devient du non-sens. La question de l'écologie, c'est la conciliation de la vie humaine avec les écosystèmes et c'est de faire en sorte de prendre les meilleures décisions pour protéger les écosystèmes parce que ça nous protège. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Comme on le fait sur le loup, il y a une question de protection du pastoralisme qui a un rôle, le pastoralisme, y compris dans la captation carbone, y compris en matière de fourniture d'une nourriture de qualité qui ne soit pas faite dans des conditions, je dirais,
délicate, contestable, parce que recours à une nourriture avec des organismes génétiquement modifiés, ou l'utilisation d'antibiotiques, ou toutes sortes de méthodes que nous interdisons. Donc, à un moment, il faut être cohérent. On fait des choses bien et on va chercher des équilibres. Et c'est pas tout blanc, tout noir. Parlons politique, si vous voulez bien, pour finir. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a évoqué la fin du macronisme. Est-ce que c'était malvenu de l'exprimer comme ça, ou est-ce que cette échéance, il faudra s'y préparer? Moi, je crois que surtout, le macronisme n'a jamais été aussi vivant et surtout aussi utile. C'est quoi le macronisme, alors? On le voit. Le macronisme, c'est un cap pro-européen, humaniste, qui assume son implication dans la lutte, par exemple, contre les violences sexuelles et sexisme, le combat de la parité. Ça, c'est une vision territoire de progrès, c'est une vision de gauche du macronisme. Non, je crois que ça, c'est partagé pour tout le monde. Je pense que Aurore Berger, qu'on ne peut pas être soupçonné de faire partie de l'aile gauche de la majorité, porte haut et fort le combat de l'Europe, le combat du travail et le combat de la parité. Ça va demeurer. Qui est-ce qui l'incarne le mieux aujourd'hui? Le macronisme? Oui. Emmanuel Macron, non? Mais il ne pourra pas être candidat en 2027. Mais qui dit qu'il n'aura pas de rôle politique après 2027? Oui, il faudra bien trouver un président. Il est jeune, il a du charisme, il porte aujourd'hui des responsabilités au plan international très importantes. Heureusement que nous l'avons au niveau européen, au niveau international, pour remettre les choses correctement sur l'Ukraine, sur le climat. On parlait de cette conférence, c'est quand même à son initiative. Mais quand même, il y aura bien besoin d'un candidat pour l'Élysée en 2027, sans qu'on détermine qui sera le candidat, mais qui aujourd'hui porte ces valeurs, qui les incarne le mieux? Parce qu'on a l'impression qu'au Bloc central, il y a une concurrence entre les personnalités qui tournent à la cacophonie. Moi, je crois qu'il y a surtout des personnalités qui ont une capacité à incarner quelque chose, et que ce sur quoi moi je voudrais qu'on travaille, et ce sur quoi on a commencé à travailler, c'est les idées. Il faut un programme. C'est dans un programme que l'on se projette, et celui qui sera ensuite le mieux à même de porter ce programme portera nos couleurs. Mais au sein du Bloc central et au sein d'Ensemble pour la République, nous avons effectivement cette capacité à porter l'avenir du macronisme. Et moi, je souhaite effectivement incarner et porter cet avenir du dépassement. Et je le vois, regardez les élections municipales. Combien de listes se construisent en transpartisan. Ce dépassement, en réalité, il est attendu par les Françaises et les Français. Ils ne comprennent pas pourquoi on s'enferme dans des chapelles idéologiques qui empêchent d'agir, empêchent de comprendre le réel, empêchent d'apporter des solutions. J'assume d'avoir une identité politique qui vient de la gauche, mais j'assume aussi de très bien travailler avec des gens de droite, dès lors qu'on porte les mêmes combats, dès lors qu'on a cette vision d'une France beaucoup plus offensive, beaucoup plus conquérante, qui réindustrialise, qui a une exigence écologique, qui a une exigence humaniste. Donc c'est cool d'être au gouvernement avec Bruno Retailleau, par exemple. J'ai dit que je parlais du Bloc central, Bruno Retailleau, et le leader des Républicains. C'est un autre parti, c'est une autre vision de la politique, et effectivement, nous ne partageons pas les mêmes idées, mais ça n'empêche pas de travailler ensemble. Alors, avant de terminer, on va passer à la question perso. Frédéric Maurice. Alors que l'écologie vit un backlash sans précédent, Agnès Pannier-Runacher, être ministre de la Transition écologique est-il le pire job du moment? C'est surtout un des jobs du moment qui est au cœur de sujets essentiels, en fait. Et c'est ça qui fait mon moteur et celui de mes équipes. Plus on travaille sur la préservation de la biodiversité marine aux côtés des pêcheurs et des associations environnementales, plus on voit qu'il y a nécessité de se battre, mais qu'il y a aussi des solutions. Et moi, je veux parler de ça aussi, c'est-à-dire que autant au niveau des grandes capitales, on a un backlash écologique aux États-Unis, où on voit effectivement, on en parlait en début d'interview, le triste spectacle de ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, autant sur le terrain,
des solutions écologiques se déploient à toute vitesse, et y compris chez des maires de droite. Des solutions de géothermie, des solutions de rénovation thermique, des projets de renaturation, de la reconquête sur d'anciennes décharges, où on arrive à remettre de la nature, à dépolluer. Enfin, c'est formidable. Des solutions. Exactement. En fait, nous sommes dans un... complètement sclérosé. Mais nous sommes dans un moment de grande transformation, donc de grande turbulence. Donc vous aurez toujours les adeptes de la facilité et du populisme. Mais c'est pour ça que c'est enthousiasmant d'être du côté de la détermination, du combat, et de dire, au contraire, être responsable vis-à-vis des Françaises et des Français, c'est de mener ce combat, mais le mener de manière pragmatique. Vous m'avez entendu, moi j'ai pas des positions qui sont de militants qui est enfermé dans son idéologie. J'ai des positions où je parle de la réalité, je pars des faits scientifiques, et j'essaye de trouver la meilleure façon de protéger les Françaises et les Français, de leur redonner cette nature auquel ils aspirent. Combien de gens sur le terrain, quand j'ai fait ma campagne dans le Pas-de-Calais, qui est un territoire où le RN fait des scores absolument astronomiques, m'ont dit « je déteste l'écologie », ils m'ont ensuite parlé de leur inquiétude sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la nourriture que leurs enfants avaient à la cantine, ou leur colère face à des charges illégales dans la forêt d'à côté. Ça, c'est la vraie écologie, c'est l'écologie populaire. C'est celle que je porte, et c'est celle que je veux porter aussi au sein du gouvernement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est un peu le sujet des zones à faible émission, à chaque fois, on se mette au niveau des habitantes et des habitants, et on leur trouve des solutions. On leur parle solutions plutôt que contraintes. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. On sait que vous avez un programme chargé jusqu'à la fin de la semaine prochaine avec le sommet, et on espère tous que des solutions sortiront de ce sommet de Nice. Merci Frédéric, merci à Sophie Dancé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne soirée à tous.